Bonjour, bonsoir. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Cette émission s'intitule Cette question. Cette question, votre magazine des débats sur l'actualité politique et même les questions liées au social de la population. À ce jour, nous allons parler de l'arrivée du premier lot des migrants expulsés des États-Unis en RDC, mais aussi nous allons parler au niveau local de la résurgence de l'insécurité urbaine. Pour débattre de tous ces sujets, je ne suis pas seule sur ce plateau. De gauche à droite, j'ai avec moi Pierre Chamala, Joe Domingo et Cephas Chimwanga. Tour à tour, bienvenue. Bienvenue à Pierre Chamala. Merci beaucoup, madame. Je suis très heureux d'être invité sur ce plateau de Nikoba Télévision, cette chaîne qui fait la fierté non seulement de la province, mais aussi de notre pays. Je salue tous les co-débatteurs et aussi ceux qui nous suivent en ce moment précis. Je pense que nous allons faire un débat républicain et surtout pour l'intérêt de notre pays, comme nous le faisons, nous, IDPS. À ma droite, j'ai Cephas Chimwanga. Cephas, bonne arrivée. Merci madame, merci pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs qui vont nous suivre à ce net instant. Recevez mes salutations de partout. Voilà, pour équilibrer les débats, j'ai ici avec moi un acteur de la société civile, Joe, bonne arrivée. Merci madame, je salue mes co-débatteurs, je salue également les téléspectateurs qui vont nous suivre. Voilà, et pour commencer, on va faire un petit coup d'œil sur l'actualité. La régie est prête avec moi. Vous allez voir sur ces images qu'il y a eu un premier groupe de migrants venus des États-Unis qui est bien sûr arrivé en République démocratique du Congo. Ils étaient attendus depuis l'annonce par les autorités congolaises le 5 avril dernier. Lors d'un accord signé avec l'administration américaine, ce premier groupe qui a atterri à Kinshasa est composé de 15 personnes, dont 7 femmes et 8 hommes. Ils seraient de nationalité péruvienne, colombienne et équatorienne. Pour l'instant, on ne sait pas encore où ils vont être logés, où. D'après certaines langues, ils ont été logés à Kingakati, mais ils doivent être pris en charge par l'OIM, l'Agence internationale des migrants, qui a un bureau à Kinshasa. Et selon une source diplomatique, cette arrivée était prévue puisque des agents hypnofantômes ont été recrutés pour le suivi de ce dossier. Cette arrivée fait parler bien sûr beaucoup et ne laisse personne de côté. Chacun est en train de mettre son point de vue. Sur ce plateau, on va essayer de débattre et d'essayer de trouver un certain équilibre. La grande question que l'on se pose, c'est celle de savoir si le gouvernement a saboté les contestations des organisations non gouvernementales, mais aussi de la population. Joseph ou Pierre Chamala, quel est votre avis par rapport à cette arrivée? Merci beaucoup, madame. Comme vous venez de l'annoncer, le premier lot des migrants en provenance des États-Unis sont déjà sur le territoire congolais à l'aéroport international de Ndili. Et cela s'inscrit dans le cadre de la coopération qui existe entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Comme l'a dit le ministre des Informations, Patrick Mouyaya, le ministre des Communications, comme l'a dit, il a précisé bien qu'il s'agit d'une présence temporaire de ces migrants qui sont effectivement dans une démarche qui s'inscrit de rentrer dans leur pays d'origine. Alors, c'est une procédure qui a été respectée. Pourquoi? Puisque vous avez cité ici la présence de l'organisation internationale qui s'occupe des migrants. C'est-à-dire qu'au niveau international, les droits humains ont été respectés et aussi au niveau local, le gouvernement y a communiqué. C'est une opération qui se passe dans la transparence totale. Ça fait voir que nous avons un gouvernement responsable qui s'assume lorsqu'il faut. Nous avons un partenariat avec les États-Unis. Eh bien, ces migrants qui doivent rejoindre au point final leur pays respectif, on fait escale dans notre pays, c'est pourquoi on parle d'une présence temporaire et aussi humanitaire. Donc, il n'y a pas de crainte pour ceux qui nous suivent ou tous les compatriotes. Donc, on doit rester confiant. Ce sont des personnes ordinaires comme nous autres. Écoutez, sur le plan financier, vous l'avez aussi indiqué, c'est le gouvernement américain qui les prend en charge.
et tout a été mis de sorte que leur présence ne puisse pas porter préjudice à notre pays. Donc voilà, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas à craindre. Donc nous avons un gouvernement responsable et tout ce qui s'est fait dans la transparence. C'est pourquoi à chaque étape on communique. On pouvait le faire nuitamment, personne ne pouvait le savoir, mais le fait que le gouvernement a pris ses responsabilités d'informer. N'oubliez pas que dans ce pays, nous avons connu une gestion opaque où l'armée rwandaise s'est retrouvée sur le sol congolais. Merci, on va revenir. Nous n'avons jamais été informés. On va revenir vers vous. À ma droite, j'ai Cephas Chimwang. Quelle est votre lecture par rapport à l'arrivée de ces migrants? Est-ce que l'État congolais a saboté les contestations des ONG et même de la population parce qu'il y a des organisations qui se sont opposées à leur arrivée? Madame, vous devez savoir qu'on ne doit pas gérer un pays par défi. C'est-à-dire, c'est comme si on est en train de défier une certaine classe de la population. Je parle du gouvernement, dans ce sens que calculer la distance entre le Pérou et la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui a manqué aux États-Unis de garder ces migrants jusqu'à ce que, parce que si nous venons d'entendre que c'est le gouvernement américain qui prend la charge sur le plan financier, c'est bien, c'est-à-dire le gouvernement congolais ne doit pas sortir de l'argent pour prendre la charge de ces migrants-là. Mais qu'est-ce qui a empêché? Tous ces gens ici ont vécu pendant longtemps aux États-Unis. Qu'est-ce qui a empêché les États-Unis d'attendre jusqu'à ce que toutes les procédures pour que ces gens-là puissent rentrer dans leur pays d'origine? Moi, je me pose plusieurs questions. D'abord, la première question est de savoir, ces gens-là se sont retrouvés aux États-Unis pour quelles raisons? Ça, nous devons le savoir. Qu'est-ce qui les a amenés aux États-Unis, quitter le Pérou et les autres pays pour se retrouver aux États-Unis? Qu'est-ce qui les a amenés? Est-ce qu'il n'y avait pas d'espace dans leur pays pour vivre? Il y avait quoi qui les a poussés à quitter leur pays d'origine vers les États-Unis? Et aujourd'hui, si les Américains pensent que ces gens-là ne doivent pas continuer à vivre chez eux, aux États-Unis, eh bien, il fallait seulement prendre ces gens-là, les retourner chez eux. Mais l'accord est en train d'épingler certains intérêts que la République démocratique du Congo bénéficierait de la réception. Bien sûr, c'est une réception momentanée de ces migrants. Que ce soit momentané ou pas, nous, notre souci, c'est de savoir qu'est-ce qui empêche les États-Unis à prendre ces gens, les amener directement chez eux. Il faut mieux vaut les ramener directement chez eux que de les amener d'abord chez nous. La RDC devient une zone tampon, c'est-à-dire des États-Unis, RDC, zone tampon, pour qu'on les amène dans leur pays d'origine. Moi, je pense aujourd'hui, si réellement avec tout ce qui est comme réclamation, contestation de la société civile et une partie de la population par rapport à ça, parce que nous avons peur, vous savez. Lorsqu'il y a eu génocide au Rwanda, nous avons accepté ces réfugiés-là. Mais aujourd'hui, ces réfugiés, ils sont devenus un problème pour la République démocratique du Congo. Demain, après-demain, vous pouvez les amener. Les États-Unis, c'est un pays hautement sécurisé qui n'arrive pas à gérer ces gens-là, qui nous amène, nous, ces gens qui viennent, qui sont, on ne sait pas, demain, après-demain, qu'est-ce que ces gens produiront? C'est la communauté internationale qui avait demandé aux Zaïre d'ouvrir le couloir pour que les Rwandais entrent chez nous. Merci. Aujourd'hui encore, on veut encore nous prendre d'autres migrants des États-Unis, les amener chez nous. Vous voyez un peu, c'est cette peur-là que nous avons aujourd'hui. Merci. Pour équilibrer ces débats, comme je vous l'ai dit à l'entame, nous avons Joe Domingo qui n'a pas de tendance politique et qui estime qu'il est activiste de la société civile. Joe, quelle est votre lecture par rapport à cette arrivée? Bon, dans l'histoire récente, ou l'histoire récente... Vous n'avez pas assez de temps, je vous rappelle. Très bien. L'histoire récente nous renseigne que l'hospitalité dans notre pays nous pose toujours problème. Mon co-débatteur a évoqué le problème du Rwanda. Et aujourd'hui, il y a un accord. Et pourtant, cet accord devrait être discuté au niveau du Parlement. Pour que les députés sachent exactement comment ces gens vont se retrouver dans notre pays. La distance entre les États-Unis et la Colombie est assez raisonnable que la distance entre les États-Unis et la République démocratique du Congo.
La logique est simple. La logique veut que lorsque vous n'êtes pas désirable dans un pays X, il faut rentrer chez vous. Okay. Pourquoi faire de la République démocratique du Congo une zone tampon? Déjà que nous-mêmes, nous avons nos propres problèmes. Nous avons beaucoup de choses à se reprocher. Il y a l'insécurité, la criminalité urbaine, il y a les gens qui vivent dans une précarité qui ne dit pas son nom. Et comme si cela ne suffisait pas, avec autant de légèreté, on se donne le luxe d'accueillir, que ce soit momentanément ou, comment je peux dire, ou de manière pérenne, de gens dont nous sommes nous-mêmes incapables de prendre soin. Donc, voilà autant de bavures qui entourent justement cet accord. Malheureusement, il n'y a pas assez de Congolais qui ont connaissance justement de ce qui est dit dans cet accord. Donc, ici, il est temps que le gouvernement se ressaisisse. C'est une recommandation que vous faites justement, qu'il oriente autrement certains, je vais dire, cet accord-là, enfin que ces gens là-bas rentrent chez eux. Parce que nous avons des problèmes. Non, on a dit que cet accueil est momentané. On n'a pas dit qu'ils vont rester éternellement en RDC. Peu importe, on se connaît, non? On se connaît. On se connaît. On sait à quel niveau les gens se permettent de mentir avec autant de légèreté. Donc, nous-mêmes, nous ne savons pas nous faire confiance. Comme si cela ne suffisait pas et on se permet d'accueillir ces gens et vous nous faites voir, après les avoir accueillis, qui, Joe? Ceux qui nous gèrent, nous font voir, après les avoir reçus, qu'ils seront là momentanément. Pourquoi un débat n'a pas été engagé au préalable pour qu'on sache exactement le contour de cet accord? Est-ce que c'était opportun d'engager un débat avant d'accueillir? Oui, justement, mais comment vous pouvez accueillir des gens dont vous ne savez pas? Celui qui a décidé les garants du bon fonctionnement. Même les garants de bon fonctionnement, il peut quelque part se tromper. C'est pourquoi il est donc toujours entouré. Vous estimez qu'il s'est trompé? Oui, pour ces cas, c'est la 100e fois qu'il continue à se tromper. Parce que depuis qu'il est là, il ne fait que se tromper. Donc ici, je voulais chuter en vous disant que il est très important. Il ne vous reste plus que 30 secondes. Il est très important qu'on le revoie cet accord et qu'on sache exactement ce qui est dans cet accord pour que nous puissions, ne serait-ce que nous prendre en charge et assurer notre souveraineté. Voilà, peut-être une question avant de passer à notre autre thème. J'aimerais savoir avec vous sur ce plateau, est-ce qu'il y a un intérêt à tirer de l'arrivée de ces migrants? À ma gauche, c'est pas souvent que je ne sais pas si vous estimez qu'on va tirer quelque chose. Hormis ce qui est dit dans l'accord, c'est vrai, on va bénéficier des fonds à un certain niveau, mais est-ce qu'il y a d'autres intérêts qu'on peut tirer dans l'arrivée de ces migrants? Aucun intérêt, si ce n'est que flatter les États-Unis. Le gouvernement aujourd'hui est comme un enfant. Notre gouvernement congolais est à genoux pour quémander les secours des États-Unis. Et alors, les États-Unis commencent à nous imposer petit à petit sa politique, commencent à gérer indirectement notre République. Je crois que s'il n'y avait pas cet accord-là, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'accord sur la paix, si les États-Unis ne se sont pas ingérés dans notre conflit rwando-congolais, je crois que ces gens-là, ces migrants-là ne devaient pas être aujourd'hui sur le sol congolais. Le fait que nous avons demandé que les États-Unis interviennent, le fait que les États-Unis interviennent aujourd'hui dans notre conflit, eh bien, tous ces accords-là qu'on a signés, accord de Washington, accord de ceci, fait de nous des faibles. C'est-à-dire, le gouvernement congolais aujourd'hui devient dans la position de faiblesse. Donc et on n'a rien à tirer comme intérêt. On va gagner quoi quand on gagne ces gens-là et on dit momentanément. Je vous rassure que si on ne tire pas attention, ça ne sera pas momentanément, ça sera éternellement. Merci. Pierre Tchambala, quel est l'intérêt que nous pouvons tirer de l'arrivée de ces migrants? Merci beaucoup, madame. C'est avec regret que j'ai suivi celui que vous avez présenté comme membre de la société civile intervenir. Il a dit que c'est la 100e fois que le président se trompe. Et bien, je ne sais pas, cette société civile que vous présentez sur ce plateau, elle est une société civile de quelle forme? Le président de la République, il est le seul qui engage ce pays. Okay. Le seul à qui les peuples congolais, 73%, lui font confiance pour qu'il mène ce pays à sa destinée. Et aujourd'hui,
vous l'avez vous-même suivi, que ce soit ici, dans notre pays ou en dehors du pays. J'évoque ici son passage lors de la cérémonie d'investiture du président Sassou Nguesso. Nous l'avons suivi comme nous l'avons tous suivi, que même nos frères ou voisins du Congo-Brazza souhaitent voir le président continuer sa mission jusqu'à la fin. Sur base de quoi la Constitution ne les permet pas? Écoutez, la Constitution, c'est nous, peuples, qui l'avons mise en place et nous pouvons décider autrement. Et on ne peut pas empêcher un peuple de réfléchir sur son avenir. Donc, ça, ce n'est pas un débat du jour. Je voulais tout simplement lui faire comprendre une chose, qu'il est le seul. Et aujourd'hui, tous nous sommes convaincus. Et nous avons confiance en lui que tout ce qu'il a mené comme action jusque-là n'a pas échoué. Il n'y a que lui qui voit ça en échec. Je pense que si nous passons ce débat sur ces plateaux, il y a quelques temps, on était sous viseur du Rwanda avec sa marque M23. Chuté, donc vous concluez que nous avons beaucoup à tirer de leur arrivée. Donc l'intérêt, d'abord, c'est le fait, les États-Unis, c'est un partenaire de la RDC. Et en tant que partenaire, nous nous sommes convenus que de manière temporaire, de manière momentanée, que ces personnes, dans un cadre purement humanitaire, fassent transit sur notre territoire avant de rejoindre les autres destinations. Je sais que vous le savez. Vous n'avez plus que 30 secondes. Oui, je suis en train de chuter. Vous le savez vous-même que notre pays, aujourd'hui, c'est face, lui qui a même été ici, il y a des Congolais aussi comme ces migrants qui aujourd'hui font la queue en Belgique. Nous avons vu la ministre belge poser les mêmes problèmes. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où on peut poser des actes humanitaires. Ici, il n'est pas question de comparer la situation actuelle avec celle de 94 de triste mémoire, où une armée avec munitions et consorts s'est retrouvée sur les sols congolais. Merci. Qui a finalement, donné les pouvoirs à ses faces, puisque Joseph Kabila est venu par cette voie. Malheureusement, vous avez épuisé le temps. Domingo, est-ce qu'on a un intérêt, en 2 minutes, vous n'avez pas plus de 2 minutes, en 2 minutes, vous nous dites est-ce qu'on a des intérêts à tirer de l'arrivée de ces migrants? Non, je crois que nous avons des problèmes nous-mêmes. Nous avons des réfugiés qui nous entourent ou qui sont dans le pays voisin, dont l'assistance s'impose d'urgence pour qu'ils rentrent. Moi, je ne vois pas comment nous pouvons laisser nos réfugiés et s'occuper des autres. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on est dirigé par une classe politique dont la plupart des membres, je vais dire, leur enfance a été presque bercée par les films hollywoodiens, où ils pensent qu'en tout cas, tout ce qui vient des États-Unis est vrai, au point que de placer sous assistance respiratoire notre pays. Donc, tout ce qui vient des États-Unis est meilleur, tout ce que les Américains disent, c'est ce qui est vrai. Tout est fait sur base d'un accord. Justement, cet accord-là, c'est parce que justement nous avons accepté d'hypothéquer notre souveraineté au détriment de entre guillemets, la paix. Si vous sentez que vous êtes en paix, mais vous vous battez, non? Et c'est pas parce que je dis ça, vous pensez que votre pays voisin vous dérange pendant plus de 30 ans. Le mieux à faire, c'est de vous battre. C'est ça, assurer la souveraineté. Vous savez, la question liée à la souveraineté, c'est une question de vie ou de mort. Chutez, vous n'avez plus que 30 secondes. Parce que nous avons un gouvernement de pleurnichards, de gens qui n'ont aucune vision pour ce pays et qui pensent que la solution viendrait des États-Unis. Comme je vous ai fait voir que la plupart ont été bercés par les films des années 80 ou 90. Donc on n'a aucun intérêt à tirer de leur arrivée. Il n'y a rien, madame. Même pas des compétences. Il n'y a rien, il ne faut rien espérer. Il ne faut rien espérer. Ici, je parle comme Congolais, mais je parle aussi comme acteur de la société civile. Mais j'observe la société. J'ai un mot à dire sur mon pays. Il s'agit de mon pays. Donc, il n'y a aucun intérêt. Merci. Et puis, ces gens là-bas, vous avez épuisé votre temps. Et malheureusement, nous ne savons pas nous attarder dessus parce que nous devons parler d'autre chose. Malheureusement, vous avez épuisé votre temps. Puisqu'on doit parler d'autre chose, comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, on est obligé de parler de la résurgence de la criminalité urbaine. À Kolwezi, ici chez nous, il n'y a pas plus longtemps que le mercredi dernier, un étudiant de l'université de Kolwezi a été sauvagement abattu
par des malfrats qui se seraient introduits dans leur maison, dans leur habitation. Et ces malfrats avaient visité pratiquement 7 maisons avant de prendre la fuite. Non seulement dans ces coins, du côté Kapata vers Pierre Mouteba, il y a eu aussi intrusion des bandits qui ont vandalisé des maisons jusqu'à saccager, détruire plutôt les maisons des paisibles citoyens. Mais la grande question que l'on se pose, c'est celle de savoir, avec toutes ces dotations, des charrois automobiles à la police nationale congolaise, Manika Sud, Manika Ouest, Dilala Sud, Dilala Ouest, secteur, territoire, et tout ce qu'on a comme charrois automobiles, est-ce qu'il n'y a pas une part de l'État congolais dans toutes ces intrusions? Joseph Tumwang. C'est facile. Merci beaucoup, madame. Aujourd'hui, il est déplorable. D'abord, nous commençons par souhaiter la paix à l'âme de notre étudiant qui est décédé suite aux actes de cambriolage du côté Lupundu, c'est-à-dire Kazembe, du côté Kazembe, dans le camp orthodoxe. En tout cas, nous avons été touchés par cet acte d'incivisme total. Mais ce qui est par rapport lié à la question de la sécurité, nous voyons que la province est en train de fournir les efforts pour maintenir cette sécurité en dotant les services compétents de moyens nécessaires pour que cette police-là fasse réellement son travail. Mais malheureusement, sur le terrain, ce que nous constatons, c'est le contraire. Voilà un peu, c'est le contraire. Et que aussi, vous allez voir que le bandit commence beaucoup plus à opérer dans des milieux où les routes sont en mauvais état. Même quand vous allez vous appelez l'intervention de la police, pour qu'elle arrive avec le petit véhicule qu'on a donné récemment aux policiers, ces véhicules-là ne peuvent même pas arriver. Quand donc on devrait changer les types de dotation. Il y a aussi type de véhicules qu'on leur a donné, mais aussi renforcer en effectif la police. Pourquoi vous n'allez pas intégrer la police? Intégrer la police? J'ai déjà un travail que je fais. Vous n'avez pas des enfants qui peuvent intégrer la police? Je n'ai pas encore d'enfants qui peuvent intégrer la police. Et pourquoi pas demander au ministre de l'Intérieur qui a déjà des enfants âgés d'envoyer ses enfants dans la police? Ou même au gouverneur d'envoyer ses enfants dans la police? Donc c'est lorsque, vous allez voir, lorsqu'il y a une carrière qui ne paye pas bien, c'est là où vous voulez envoyer les autres citoyens. Lorsque ça paye bien, ce sont vos enfants. Moi je crois qu'aujourd'hui, la police aussi a un problème d'effectif, mais aussi de discipline. Pourquoi je parle de la discipline? Beaucoup de policiers aujourd'hui préfèrent aller dans la PC, là où ils vont commencer à avoir un peu de sous par-ci par-là. Mais la police elle-même mieux que les autres services. Mais oui, ils sont en train d'escroquer, ils sont en train d'escroquer les gens partout où ils sont. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut renforcer la sécurité, et plutôt renforcer les effectifs dans la police. De deux, il faut aussi une formation de ces policiers-là. Merci. Parce que quand on est en train de cambrioler dans ces maisons-là, il ne manque pas un agent de sécurité dans le groupe de malfrats. Merci. Souvent, quand on arrête, il y a toujours un agent de l'ordre. Donc la discipline aussi compte. Merci pour les 5 secondes de surplus que vous avez récupérées. Pierre Chamala, quelle est la part de la police dans la résurgence de l'insécurité urbaine? Merci beaucoup, madame. C'est avec tristesse que j'aborde ce sujet, puisque personnellement j'ai été victime. J'ai reçu une lettre à la maison me menaçant. Je crois que j'avais saisi directement une des autorités de la place, comme j'étais loin, et puis j'ai été orienté. Mais ce qui ne m'a pas plu, c'est lorsque vous allez à cette police. Des fois, on vous exige de l'argent. Quand on me demande, moi, d'avoir un élément de la police, je peux en avoir, mais est-ce que tout le monde a les mêmes capacités? Je pense non. Je salue les efforts de Madame la gouverneure, Fifi Masuka, avec tout ce qu'elle fait comme effort pour que cette police... Quel effort? Mais l'effort, vous avez ici parlé de la dotation. Est-ce que c'est suffisant? Mais déjà, c'est une volonté, puisque aujourd'hui, l'outil
qui permet aux policiers de se déplacer a été mise à leur disponibilité. Donc l'étudiant décédé doit aussi comprendre qu'il est décédé parce qu'il y avait une volonté quelque part. Non, mais écoutez, vous devez comprendre une chose. Les autorités, lorsque les choses sont bien faites, nous devons quand même reconnaître. Madame Françoise, la bourgmestre de Dilala, le bourgmestre Samba de Manika. Mais nous voyons les efforts, que ce soit au niveau des deux communes, ici, ou la commune rurale, ou au niveau du secteur avec Madame Cathy. Oui. On voit la volonté, la détermination des autorités. Maintenant, vous avez posé la question, qu'est-ce qui ne va pas avec la police? Oui, mais la police, comme l'a dit M. Sefas, il y a des choses, il y a à boire et à manger. Quelqu'un m'a laissé croire qu'une police qui intervient la nuit dans une opération, mais c'est fait amener avec un véhicule qui, tout au long de l'avenue, est en train d'alerter avec tout ce qu'il faut comme moyen. Non, mais ce n'est pas possible. Vous allez dans une opération. C'est pour arrêter ou c'est pour signaler déjà, fouiller. Non, ce n'est pas possible. Donc, moi, je pense que les autorités font énormément d'efforts pour que la police soit à la hauteur, mais la police aussi à son niveau doit faire l'effort, puisque aujourd'hui la ville de Kolwezi est envahie par des véhicules, que ce soit de la commune de Manika, la commune de Dilala ou la province elle-même. Et j'ai même vu la mairie aussi s'inviter dans le jeu. Mais malgré ça, vous sentez qu'il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Moi, quand j'ai trouvé une lettre introduite dans ma maison, nous avons saisi directement la police, mais la réponse n'est pas vraiment honorable, puisque quand vous saisissez la police, on met en avance l'argent. Amenez-nous $300. Mais est-ce qu'on imagine les conséquences? Donc ici, la police doit nécessairement prendre ses responsabilités. Et aussi une chose, il y a la part de la population, puisqu'on ne peut pas seulement charger la police. J'ai suivi, oui, je suis en train de chuter dans, je pense, un des reportages de Mikouba ou d'une autre chaîne, qui du côté IZK, les gens qui témoignaient, et que c'était les jeunes gens du quartier qui, en collaboration avec certains éléments indisciplinés, ont facilité la tâche pour que ces crimes soient commis. Or, nous, dans nos quartiers, dans nos familles, nous logeons nos frères, nos cousins, nos sœurs, que nous savons que celui-ci a l'habitude de voler. Et quand il sort la rue, il va voler. Mais si nous commençons par dénoncer nos propres frères au niveau de la police, au niveau des services compétents, je crois que nous allons résoudre le problème. Aucun service de renseignement au monde ne peut fonctionner s'il n'y a pas une franche collaboration entre ce service et la population. Merci. Joe Domingo, pensez-vous qu'il y a une part de l'État congolais dans la résurgence de l'insécurité urbaine avec tout ce qu'on a comme réalité? Je crois que la part, comme mes prédécesseurs l'ont dit, la part est en fait partagée. L'État a sa part de responsabilité et nous aussi, citoyens, nous avons notre part de responsabilité. Mais la grande part, cependant, revient justement à l'État. Parce que on a toujours dit que diriger, c'est prévoir. Kolwezi, une cité, de la cité vers la ville, aujourd'hui, Kolwezi commence à devenir de plus en plus une ville cosmopolite. Elle appelle tout le monde avec nos minerais que nous avons et tout. Donc, à partir de ce moment-là, l'État pouvait prévenir. Parce que, vous savez, quand vous faites face à une augmentation de la population, donc vous devez faire face à un certain nombre de choses que vous devez prévenir au préalable. C'est-à-dire les banditismes urbains. C'est-à-dire le logement, par exemple, et tout ce qui va avec. Malheureusement, nous avons un État qui ne prévoit rien, qui y est surpris comme tout le monde. Et cette fois-là, il commence à prendre des mesures et de manière précipitée, sans pour autant que ces mesures ne soient accompagnées d'une assurance assez durable. Donc, ici, j'étais en train de vous faire voir la responsabilité de l'État, mais nous aussi, nous avons l'obligation de communiquer avec la police. De quelle manière? Communiquer, avant que je ne parle de la communication, il fallait plutôt parler d'un certain nombre de recommandations qui nous permettraient à ce que nous puissions entrer en contact avec la police. C'est-à-dire, la police doit être recrutée, formée,
n'est-ce pas? Soyez clair, quand vous dites la police doit être recrutée, vous faites allusion à quoi? Non, nous avons un nombre insuffisant par rapport au nombre de la population. Vous pouvez intégrer la police? Non, moi je n'ai plus l'âge d'intégrer la police, malheureusement. Mon âge ne me permet pas. Que vous pouvez recommander pour les services? Non, mais chez moi, malheureusement, il n'y a pas de gens qui ont moins de 25 ans pour vous n'avez plus que 37 ans. Alors j'étais en train de dire, c'est-à-dire, nous avons un effectif de la police qui est assez faible par rapport au nombre de la population. C'est qu'il faut penser, recruter, former et avoir une police de proximité. C'est là qui ferait justement ce rôle-là de protéger la population et leurs biens. Mais dans notre temps, l'État doit multiplier ou mettre sur pied un certain nombre de structures d'encadrement de la jeunesse. L'État doit lutter contre les inégalités sociales. L'État doit également lutter contre le chômage des jeunes. Parce vous octroyez des emplois. Quel type d'emploi si vous n'avez pas étudié? Non, mais on est toujours utile, non? Il n'est pas dit que l'intelligence est résumée. Parce que puisque c'est une recommandation, dites-nous ce que l'État peut vous offrir comme travail. Il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire, c'est-à-dire créer des emplois par rapport aux gens que vous avez. Il y a autant d'emplois qui peuvent être créés. Merci, il y a des gens qui peuvent intégrer le sport, par exemple, parce que nous avons en face de gens qui sont forts physiquement, mais parce qu'ils n'ont pas où canaliser leur force. Merci, alors, Joe, puisque vous avez la parole, vous pouvez la garder, mais répondez à la question de savoir, est-ce que l'État a perdu le contrôle dans ces secteurs? L'État, justement, depuis un temps, l'État est devenu démissionnaire. Ce n'est pas seulement ici à Kolwezi, c'est dans toutes les grandes villes. C'est dans toutes les grandes villes où on trouve la criminalité à Kinshasa. Aujourd'hui, à Kinshasa, on kidnappe les gens s'il vous plaît, nous sommes à Kolwezi. À Kolwezi, également, la recrudescence de l'insécurité urbaine est en train de monter avec une vitesse qui ne peut pas être comprendre par un humain qui se respecte. En face, nous avons des gens qui prétendent nous sécuriser ou qui prétendent mettre nos moyens. Malheureusement, eux-mêmes se sentent en insécurité. Il faut voir quand la gouvernance se déplace. Tu es une autorité, tu ne peux pas te comparer à une autorité. Non, je dis, le dispositif sécuritaire est tellement, tu te dis qu'il est tellement exagéré. Si nous étions dans un pays où la sécurité de tous était bien assurée, on ne pouvait pas l'avoir avec autant de policiers. Donc vous pensez que c'est déplacé? Non, c'est déplacé, c'est au-delà. Et c'est là, c'est un élément qui prouve que personne n'est en sécurité au loin là-bas. Mais c'est une autorité, Joe, tu ne peux pas te comparer à une autorité. Une autorité doit être protégée à sa hauteur. Et elle et moi, tous nous avons une vie et la vie est sacrée. Donc nous n'avons pas les mêmes fonctions. Justement, mais il s'agit ici de la vie humaine. Et moi et elle, nous ne sommes pas différents. Tous nous sommes humains. Vous pensez qu'à sa place, vous n'aurez pas autant d'agents de sécurité? Non, mais à sa place, je me battrai pour mettre fin à l'insécurité, afin que moi-même, je me sens en sécurité. Voilà. Pierre Chamala, pensez-vous que l'État a perdu contrôle dans ces secteurs-là? Merci beaucoup, madame. Je souris un peu puisque je sens la difficulté avec laquelle notre ami de la société civile répond aux questions. Puisque la question était simple de savoir si l'État à la place de madame Fifi Masuka, lui pouvait avoir combien d'éléments autour, mais j'ai vu la difficulté avec laquelle il n'a pas su répondre. Donc peut-être qu'il estime qu'il doit d'abord devenir autorité. Nous devons éviter des fois, il n'y a que dans ce pays où on a des gens qui connaissent tout et qui maîtrisent tout. Vous allez les trouver sur le plan sécuritaire, ils maîtrisent, les plans politiques, tout. Madame Fifi, c'est une autorité, c'est elle qui gère cette province. Et dans tous les pays du monde, la sécurité des autorités est toujours définie et à sa hauteur. Donc on ne peut pas aujourd'hui se permettre des allez droit au but, j'ai l'impression que vous défendez ici les autorités. Non, je ne défends au lieu de pas. répondre concrètement à la question. Je ne défends pas, mais je dois dire, lorsque les choses n'ont pas été bien définies, nous devons quand même recadrer. L'État n'a pas perdu les contrôles comme je l'ai suivi, c'est depuis longtemps que l'État a perdu des contrôles, non. Je dis ici que ce que nous traversons actuellement à Kolwezi ou dans d'autres villes est une conséquence logique d'un comportement des fois irresponsable de certains hommes politiques qui, des fois, pensent qu'ils peuvent manipuler les jeunes inconscients et créer l'insécurité afin de tirer gain de cause. Or,
quand vous regardez ce qui se passe à travers le pays ou à travers la ville des Kolosi, c'est visiblement des gens qui vivent dans des familles responsables. Et la plupart sont connus, aller à la cité Manique, aller à Kassulo, aller partout. Ces jeunes gens ont leurs parents, ont leurs frères, qui la plupart du temps ne collaborent pas avec les services compétents pour les dénoncer. Donc l'État joue son rôle, l'État est responsable, l'État fait ce qu'il faut. Mais je l'ai dit ici qu'aucun service de renseignement ou aucune armée ou une police au monde ne peut réussir sa mission si la population n'est pas en harmonie avec. Donc ici, nous devons accompagner les autorités, nous devons dénoncer tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas bien. Lorsqu'on reçoit quelqu'un dans la famille, on sait qu'il ne fait aucune activité. Les jours, il est enfermé dans la maison et la nuit, à certaines heures, vous le voyez sortir pour rentrer tard avec des biens que lui n'a pas achetés. Vous devez dénoncer. Merci. Et si nous atteignons ce niveau, je crois que nous allons faciliter la tâche aux autorités et à ce moment-là, nous allons vivre en paix. Mais aussi longtemps qu'on ne fait pas ça, vous n'avez plus la parole. C'est pas Simon, est-ce que vous estimez que l'État congolais a perdu le contrôle dans ces secteurs-là? Il y a une lâcheté, si je peux le dire comme ça, parce que je prends l'exemple terre à terre. Quand vous voyagez sur la RN39 vers Lubumbashi, dès qu'il est 18h, il y a des barrières. Au niveau de Moutaka, par-ci, par-là, vous allez trouver qu'il y a des barrières. Mais on contrôle la carte d'électeur. Vous voyez un peu. C'est pour savoir si tu es citoyen ou pas. Si tu es citoyen, on contrôle la carte d'électeur. Ça veut dire qu'un bandit ou un criminel n'a pas de carte d'électeur? On doit se poser la question. Ça, c'est de 1. De 2, lorsque vous n'avez pas la carte d'électeur, on vous demande 20 000 francs, 10 000 francs. Au lieu de vous arrêter. Et au lieu de vous arrêter, parce que pour eux, ils estiment que la carte d'électeur fait d'un citoyen un homme sérieux et civique. Vous voyez, pour eux, selon ce qu'ils estiment. Lorsque vous avez la carte d'électeur, ça vous épargne déjà des criminels. Vous voyez un peu. Mais lorsque vous n'en avez pas, on vous demande 20 000 francs. On demande 10 000 francs. Alors vous estimez qu'on devrait faire quoi? Mais quelqu'un, par exemple, que vous estimez qu'il est, comme la carte d'électeur aujourd'hui, on fait confiance beaucoup plus à la carte d'électeur, et c'est la carte d'électeur qui dit que cette personne est civique. Quelqu'un qui n'a pas la carte d'électeur, vous devez l'arrêter, vous devez mener les enquêtes, il doit vous présenter sa carte. S'il a oublié ça à Lubumbashi, on doit aujourd'hui, la technologie a déjà évolué, on peut vous envoyer ça et réellement vous avez des preuves que ce monsieur a la carte d'électeur. Mais la carte d'électeur ne fait pas de M. Tumouang ou de M. Chamala un homme sain. C'est le grand problème qu'on doit aussi savoir. Qu'est-ce qui fait de vous des hommes sains? Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut beaucoup plus mettre en application aujourd'hui, l'État doit collaborer avec la population. Vous pensez que l'État ne collabore pas suffisamment? L'État ne collabore pas avec la population. Vous savez, dans d'autres pays, lorsque vous voyez un policier dans votre quartier, un véhicule de la police dans votre quartier, vous dites que nous sommes en sécurité. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons un véhicule de la police se positionner sur votre avenue, tout le monde a peur. On ne sait pas, ce sont des criminels, ce sont des voleurs qui vont entrer par donc, vous estimez que les hommes en uniforme... Il y a même des hommes en uniforme qu'on appelle, le ministère de l'Intérieur parle des brebis galaises. Même au sein des services de sécurité, vous allez trouver qu'il y a des brebis là, galaises, qui peuvent aussi, qui coopèrent avec les criminels qui sont en train de nous mettre mal à l'aise. Aujourd'hui, on ne sait pas dormir. On ne sait pas dormir parce que nous sommes en insécurité. Donc, si la population doit être sensibilisée correctement, si la police doit collaborer parfaitement, on vous dit par exemple que dans ces secteurs, vous voyez un peu madame, il y a ce qu'on appelle l'Enganda. Oui. Hein, l'Enganda, là on vend le whisky, on vend les chambres. Mais vous trouvez qu'il y a même des policiers qui partent prendre de whisky dans ces Nganda là-bas. Parce qu'il est interdit de fumer ou de boire. Le whisky, c'est interdit. C'est interdit. Vous trouvez que le policier a aussi son propre Nganda de chanvre. Et lorsqu'on arrête un monsieur qui vend des chambres, c'est un policier, c'est une autorité qui intervient. Voilà un peu, si nous tous nous devons être civilisés. L'autorité s'est dit, je ne dois pas occasionner une telle situation. Nous, population aussi, on doit dénoncer auprès des autorités. Ça serait une bonne chose. Vous avez entendu ce que M. Chamala vous a dit ici. Il dit, il va à la police, mais on lui demande $300. Or, la police est là pour nous sécuriser, mais on me demande d'avoir $300.
Si M. Tchamala n'a pas d'emploi, il va trouver ces $300 où? Il reste lui-même caché dans son coin, dans l'insécurité. Donc la police doit nous aider, les services compétents, l'ANR et les autres. Il n'a pas qu'à wakati ya kwanza kufuata les politiciens. L'ANR n'a pas été créé pour commencer à suivre seulement les politiciens, arrêter les journalistes et les politiques. Non, l'ANR est là pour le renseignement. On vous dit quelle part nous voyons un mouvement suspect, eh bien l'ANR doit faire son travail et non rester au service. Vous pouvez la garder, puisque vous avez la parole, vous pouvez la garder, mais dites-nous, est-ce que la présence de tous ces enfants qu'on appelle les enfants de la rue, dans certains coins, les chégués, ne serait pas aussi à la base de cette contrainte ou de cette difficulté qu'on rencontre aujourd'hui dans la sécurité? Il y a la présence de chégués, je peux dire, les chégués font partie de cette insécurité, mais il y a aussi les enfants, les gens qui ne sont pas chégués, vous les trouvez chez lui, comme ça doit être M. Tchamala qui a dit, vous les trouvez pendant la journée, il est chez lui, mais la nuit il passe dans l'opération. Donc vous estimez aussi que les hommes en cravate peuvent être aussi... Même les hommes en cravate peuvent être transformés la nuit en bandits. Donc aujourd'hui, il y a ce mouvement-là. Nous avons vu, on a pris les gens pour les amener, nos jeunes frères sont allés à Kanyamakasese. On a oublié, on a pris seulement les gens qui avaient une longue chevelure, qu'on a amené à Kanyamakasese, laissant le bandit sur là. Vous allez au niveau de Djambo ici tout près. Vous trouvez les petits chégués là-bas et ils trouvent les autorités préso. Et les autorités leur donnent de l'argent. Alors comment encadrer tous ces enfants-là pour ne pas tomber dans ces genres de situations? Aujourd'hui, il faut réintégrer ces enfants. Comment? Ça, c'est la meilleure des choses. Ceux-là qui ont l'âge d'aller au service national, ils doivent aller au service national et pour être utiles dans la société. Ceux-là qui n'ont pas l'âge d'aller au service national, ils doivent aller dans ce qu'on appelle dans notre école qu'on a construit dans la commune d'Edi, là, ils appellent encore comment c'est l'école de la commune. La cité de la commune. La cité de la commune aux frais de qui? Des enfants non identifiés. Mais des enfants de la rue. Ces enfants de la rue appartiennent à l'État. Ces enfants de la rue appartiennent à l'État. C'est à l'État d'assumer la sécurité de ces gens-là. C'est à l'État d'encadrer ces enfants-là. Aujourd'hui, ce sont les églises, ce sont nos familles et les prophètes qui ont créé ces enfants. Vous le savez. Merci pour les Et alors, l'État aujourd'hui, comme l'État a échoué de mettre de l'ordre dans nos églises, eh bien, au moins l'État a la responsabilité d'encadrer ces enfants-là, les amener à la cité de la commune pour être aussi formés, qu'ils soient des meilleurs soudeurs, des meilleurs constructeurs pour les besoins de la population. Merci. Donc moi je ne crois pas qu'on doit les accuser. Nous tous nous sommes responsables, civils et militaires, nous tous nous devons collaborer pour assurer la sécurité de notre vie. Merci. Pierre Tchamala, vous pensez que la présence de ces enfants dans la rue ou de chégués qu'on appelle dans certains coins serait aussi à la base de cette mauvaise situation? Merci beaucoup. En tout cas, je suis d'accord. Je suis d'accord que ces enfants que nous appelons les enfants de la rue constituent une menace permanente. Monsieur Sefas a évoqué le cas de Djambo. Moi-même, j'ai été témoin. J'étais en famille, je vis. Je ne savais pas qu'il y a un trou là-bas. Et quand vous entrez dans ce trou, il y en a qui disent que ce trou sort vers Mwangeji, je ne sais pas comment ce tunnel fonctionne. Je vis un jeune garçon ravir un sac auprès d'une jeune dame et s'est jeté dans ces trous là-bas. Okay. La dame aussi s'est jetée là-bas et tous on était curieux et le monsieur a disparu dans ces trous-là. Mais ces trous-là existent si vous y allez aujourd'hui. C'est pourquoi nous vous invitons, vous médias, de faire aussi ce travail. Vous pouvez aller filmer, c'est un trou qui existe, c'est depuis, je crois, l'époque coloniale. Mais qu'est-ce qui empêche aux autorités, à la mairie, d'y ajouter même quelque chose sous forme de treillis pour empêcher à ces jeunes gens qui ont installé leur Kiji à l'intérieur. Donc il suffit qu'on vous prenne quelque chose à la main, ils entrent là-bas, pas moyen d'y accéder. Donc ces enfants aujourd'hui constituent une menace permanente. Je ne sais pas si les autorités arrivent à voir cela. On parle d'écologie, je peux quand même ouvrir une parenthèse. Vous n'avez que 20 secondes. Oui, la ville sœur de Lubumbashi. Mais vous trouvez c'est toute une population. Vous avez allé juste au niveau de l'entrée des tunnels. Vous avez des milliers de jeunes gens. Aujourd'hui, toute la ville vraiment ne pouvait pas passer une avenue sans trouver 5, 6. Allez ici à Kolosi, pratiquement, devant, quand vous êtes sur EDK, devant le supermarché qui sont là-bas, c'est plein de ces enfants.
Même à des heures tardives, ils passent nuit à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on forme? Alors pourquoi l'État ne prend pas cette menace avec beaucoup de sérieux? Donc on doit anticiper au lieu de donner les remèdes après, puisque là, nous sommes devant une situation où les enfants menacent la vie des paisibles citoyens, puisque, M. Sefas l'a dit, ce sont les églises, aujourd'hui, qui sont à la base. Tout le monde, on peut se réveiller le matin, donner une prophétie, et sans tenir compte des conséquences, on peut demander à une femme de se tenir debout, lui raconter des choses, et finalement, il rentre, il applique ça si les enfants je ne sais pas de qui, c'est ce que nous vivons. Donc aujourd'hui... Malheureusement, vous avez épuisé votre temps. Joe Domingue, on aimerait savoir, est-ce que la présence des enfants de la rue ou ce qu'on appelle dans certains coins les chégués serait à la base de cette mauvaise situation? Oui, justement, ce sont eux qui sont à la base de tout ce que nous vivons comme insécurité. Et je tiens ici à rappeler que la rue n'a jamais eu d'enfants. Donc les enfants là appartiennent à des familles. Les enfants abandonnés, appelons-les comme ça. Il y en a qui sont abandonnés, il y en a qui ne sont pas abandonnés, mais qui ont fui leur toit paternel pour se retrouver dans la rue. Donc ici, il faudra qu'il y ait des mesures qui soient à mesure de pouvoir identifier tous ces jeunes là-bas, ceux qui ont l'âge d'aller, comme M. Sefas l'a dit, ceux qui ont l'âge d'aller à Kanyama-Kasese, qu'on les oriente vers Kanyama-Kasese. Ceux qui ont besoin, ceux qui n'ont pas l'âge d'aller à Kanyama-Kasese peuvent apprendre, il y a autant de métiers. Et ceux qui ont malheureusement fui leur toit paternel par influence, ainsi de suite, doivent être retournés dans leurs familles respectives. Mais cependant, aussi comme j'étais en train de vous faire voir que depuis un temps là, l'État a pratiquement démissionné. Démissionné dans la mesure où il n'est pas interdit à tout Congolais de pouvoir circuler sur le territoire national. Mais il faut qu'il y ait des lois pour encadrer ces gens qui viennent d'ailleurs, savoir exactement ils viennent faire quoi ici. Deuxièmement, il y a des gens qui sont de compatriotes qui ont travaillé pendant des dizaines d'années, qui n'ont jamais été payés. Ou il y a des Congolais qui sont sous-payés, qui sont incapables d'encadrer leurs enfants, n'est-ce pas? Et ces enfants-là se retrouvent dans la rue. Et l'État a l'obligation de pouvoir encadrer toutes ces familles là-bas, n'est-ce pas? Enfin, de pouvoir leur donner ce qu'il y a de quoi mettre sur leurs dents. Donc, à partir du moment où l'État n'est pas capable de mettre sur pied un certain nombre de mesures susceptibles de créer une paix sociale, en tout cas, ces enfants de la rue, nous allons le voir et nous les verrons pour toujours. Voilà. Pierre Chamala, qu'est-ce que l'État devrait faire face à cette situation pour que, c'est vrai, on ne s'est pas totalement éradiqué, mais pour essayer de diminuer la grandeur de ce fléau? Oui, au-delà des efforts que l'État fournit, on parle de la province, bien sûr, on a vu la dotation, on a vu tout ce qu'il y a, mais écoutez, on doit avoir une police bien formée. La plupart du temps, ce que nous avons comme certains éléments que nous voyons de la police, réellement, ils ne sont pas à la hauteur. Donc, ils sont beaucoup plus intéressés par l'argent, des gens qui manquent des notions de patriotisme, puisque lorsqu'on vient vers vous, quelqu'un est en état de détresse, et un policier bien formé, la première des choses, c'est lui apporter assistance. Mais ici, on focalise beaucoup plus sur l'argent. Est-ce que vous avez combien? Nous devons faire ça. Et ce genre de choses, ce n'est pas des choses qui doivent rester dans un état qui est censé évoluer, puisque la police telle qu'elle est, elle a pour mission de sécuriser les biens et les personnes. Mais lorsque nous voyons une police qui ne joue pas ce rôle, ça fait très mal. Alors, nous encourageons les autorités de la police d'éveiller au recrutement. On doit savoir, la police n'est pas un dépotoir où lorsque on n'a pas à faire, on a été déçu par la vie sociale et puis on dit on se jette dans la police pour que demain on récupère cela auprès des paisibles citoyens. Non. Donc on doit avoir des éléments bien formés. Et bien payés aussi. Ils doivent être oui, mais bien payés. Je vois au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a des réformes importantes pour cette police et nous devons encourager cela. Merci. Sébastien, qu'est-ce que l'État devait faire pour diminuer la grandeur de ces fléaux? Diminuer la grandeur de ces fléaux, c'est à l'État d'abord de passer par la sensibilisation. Moi, j'ai toujours été contre ces églises-là parce que ces enfants dits de la rue sont créés, par les églises. Ce sont les enfants sorciers. On les appelle enfants sorciers. Et ce sont des sorciers parce qu'ils ont perdu leurs parents. Ils sont devenus sorciers.
Mais il y a aussi des parents qui sont irresponsables, qui n'arrivent pas à garder leurs enfants. Ils ont mis au monde, ils sont la champion seulement pour, permettez-moi que j'utilise ce terme, accoupler leurs femmes, avoir beaucoup d'enfants et ne pas prendre la responsabilité de ces enfants-là. Donc c'est à l'État de réguler cette situation. Mais malgré ça, nous devons aussi avoir un grand effectif dans la police et une police bien formée et bien éduquée, surtout l'éducation civique dans la police est plus importante. Parce qu'aujourd'hui, le policier sont beaucoup plus... tout le monde veut avoir le poste, donc être en poste soit à Mwanguézi, soit vous êtes au rond-point de l'indépendance. Donc tous les policiers cherchent à être là-bas. Vous allez trouver, je vous donne l'exemple, vous êtes à Mwanguézi. Chutez s'il vous plaît. Vous avez un enfant de la rue à côté, un policier de l'autre côté. Et ils sont là, et ils le regardent. C'est un paisible citoyen. Ils le regardent. Non, un tel enfant, il faut d'abord l'appréhender et voir comment les rééduquer. Merci. Nous devons rééduquer nos enfants. Mais malheureusement, ceux-là qui sont en train de voler, il n'y a pas seulement les enfants de la rue qui volent. Il y a plusieurs personnes, plusieurs intervenants dans la criminalité, dans la vie des Kolwezi, partout avec le voiture du Congo. S'il vous plaît. Merci. Joe Domingo, vous avez la parole. Merci. L'État doit commencer par bien rémunérer les policiers. Les policiers doivent être bien payés. L'État doit lutter contre la corruption qui crée les inégalités sociales, comme je le dis. L'État doit encadrer, ou il faut qu'il y ait des lois qui encadrent les gens qui se déplacent d'une province à une autre. C'est très important. Voilà autant de mesures. L'État doit payer les fonctionnaires normalement. Parce que c'est à cause de ce sous-paiement que certains parents ne savent plus prendre en charge leurs enfants et par conséquent, leurs enfants, à leur tour, échappent à leur contrôle. Votre mot de la fin. Donc ici, mot de la fin, je suis de ceux qui pensent qu'il faudra demander au président de la République qui, quand il était dans l'opposition, quand on parlait le même langage avec lui, il disait qu'une fois au pouvoir, il va payer, ou un policier va avoir sa propre voiture, va avoir sa propre maison et ainsi de suite, qu'il soit à mesure de réaliser toutes ces promesses-là. Merci, Joe. C'est facilement votre mot de la fin. Le mot de la fin, j'appelle tous les Congolais, tous les Coloisiens au civisme et au patriotisme. Donc aujourd'hui, lorsque nous constatons dans notre quartier, nous constatons sur notre avenue un mouvement suspect, même pendant la journée, nous devons dénoncer. Mais à la police aussi de rendre service à ceux-là qui vont faire des dénonciations et rendre service à la population. Malheureusement, quand la population appelle le peuple ou les habitants appellent la police, soit elle arrive en retard, soit on ne répond même pas à cet appel-là. Donc j'appelle les services de sécurité à faire bien son travail, mais à la population aussi de tenir main forte à notre police pour mettre fin à cette insécurité qui est en train de secouer notre ville. Merci. Pierre Chamala, votre mot de la fin. Oui, je pense que nous devons jouer un rôle important. Nous, en tant que population, nous devons collaborer avec la police et la police, à son tour, doit faire son travail. Nous devons cesser ces habitudes qui, depuis un certain temps, tout le monde est devenu journaliste et reporter et consorts. Donc, vous voyez votre frère être agressé par ces enfants que nous appelons de la rue. Mais vous voyez des paisibles que ce soit en train de filmer, tout ça, il filme, mais pendant que la personne est menacée. Et chose étonnante, même certains éléments de la police se permettent aussi de filmer pendant que la personne est agressée. Donc, nous appelons les autorités de la police. Ils font déjà un travail de qualité, un travail louable. Ils doivent beaucoup plus aller de l'avant et beaucoup pousser les éléments. Merci à Pierre Chamala, merci à Céphas Timong, merci également à Joe Domingo. C'était cette question, messieurs et dames, nous avons débattu pendant 55 bonnes minutes autour de l'arrivée de ce premier groupe de migrants américains, mais aussi de la résurgence de la criminalité urbaine ici et chez nous, dans la province du Lualaba, mais également à Kolwezi. Suivez-nous, continuez à consommer les programmes de Mikuba Télévision. Ça n'est fini pour ce numéro. On se retrouve très prochainement.